Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle a ses grands yeux clairs et rieurs, profonds, son sourire aussi, sans artifice. Et cette intonation dans la voix, un peu rauque, ce rythme posé qui fait qu'on l'écoute. Une douceur. Une élocution qui rappelle que son histoire débute à 10 000 kilomètres de la France, au Kenya, le pays de sa maman, là où elle est née. Là où son papa, champion de France de planche à voile, l'a initiée aux joies de la navigation. Et puis la famille débarque en France, elle poursuit son rêve à peine adolescente à Antibes. Faut du courage et de la détermination. Elle en a, et elle entre au pôle France Espoir. Ce sera d'abord le 470. Pendant 7 ans, elle fera équipe avec Marina Lefort, 2 grandes perfectionnistes pour avoir le bateau le plus performant, paraît-il. Elle sera vice-championne du monde et d'Europe jeune. Ces 3 dernières années, elle a préparé les JO de Paris en 49er FX, cette fois, avec Amélie Rioux. 2 grandes navigatrices, 2 belles âmes aussi. Mais ce sont les futures médaillées de bronze, Charline Picon et Sarah Steyert, qui seront sélectionnées. Elle a aussi fait partie de l'aventure avec l'équipage féminin Orient Express L'Oréal Racing Team pour la toute première Women America's Cup de l'histoire. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Elle n'a que 29 ans, de la passion et du talent à revendre. Ah oui, et si jamais, elle a aussi une formation d'hôtesse de l'air, il paraît, au cas où, enfin on sait jamais, les vents contraires. Lara Granier est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Lara, tout va bien? Bonjour Hélène, merci de me recevoir là, ici. Bah écoute, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter où tu es, ce que tu fais, comment tu vas? Alors aujourd'hui, je suis à Marseille chez moi, donc dans mon appartement. J'habite ici depuis 8 ans. Donc quand j'ai commencé la préparation olympique de Tokyo avec Marina Lefort, on a toutes les deux aménagé à Marseille. On a intégré le pôle France de Marseille. Et bah après, quand j'ai commencé le 49er FX avec Amélie, on est resté sur le Marseille. C'était la suite logique avec les Jeux Olympiques qui étaient à Marseille cet été. On y reviendra évidemment, mais juste comme ça, c'est pas douloureux de voir ce plan d'eau sur lequel t'aurais voulu aller disputer les Jeux, de le voir au quotidien finalement. Euh, non, j'essaye de prendre ça avec, enfin, prendre du plaisir à le regarder, à aller naviguer sur d'autres supports. C'est marrant qu'on fasse ce podcast aujourd'hui parce que tout juste hier, c'était la première fois qu'on remettait les pieds sur le bateau avec Amélie. Donc ça faisait exactement 7 mois qu'on n'avait pas navigué ensemble sur le bateau. Et ben on a pris un plaisir incroyable à monter sur le bateau, à tirer des bords. C'était pas des conditions faciles. On avait un bon 15 nœuds Mistral, donc avec des vagues, du clapot un peu croisé.
et on s'en est plutôt très bien sortis. J'ai été vraiment agréablement surprise de cette nave et bah, j'ai pris, énormément de plaisir là, à naviguer sur ce plan d'eau. C'était une joie de vous retrouver, ça vous avait manqué de pas naviguer, toutes les 2? Alors, c'était un petit peu, «forcé» entre guillemets parce que, on avait, quelques, journées avec des partenaires qui étaient prévues, qu'on avait organisées post-jeux parce que, bah, la période, où on n'avait pas été sélectionnés, pour les jeux, heu, avant les jeux, c'était compliqué, bah, d'organiser, des événements au pôle. Déjà, pour nous, c'était dur d'aller au pôle et de naviguer, sur le bateau. Donc on s'était organisé pour faire ça après les jeux et on avait quelques dates de prévues, dont, hier, on avait, un partenaire qui venait au pôle, qu'on a fait naviguer et ça s'est vraiment super bien passé. Donc c'est un peu eux, qui nous ont poussés à se rencontrer hier et à faire cette journée, mais c'était vraiment incroyable et j'ai pris un plaisir, incroyable à naviguer avec Amélie et aussi à faire découvrir, ce bateau, à des personnes qui connaissent rien à la voile. On va y revenir évidemment, Lara, à tout ça, mais, avant je vais te poser ma question, rituelle. Si je te dis, les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi? Ben, c'est toujours une question qui est un peu, mitigée pour moi parce que, ben, depuis que je suis jeune, j'ai eu toujours la même chance, que les hommes. Enfin, j'ai commencé un parcours classique, j'ai fait de l'optimiste, ensuite j'ai fait du 420. Ensuite, je suis passée en série olympique où les chances sont les mêmes pour les femmes et pour les hommes vu que la parité est complètement à 50%, aux Jeux olympiques. Il y a autant de médailles hommes que de médailles femmes. Donc les chances sont vraiment les mêmes pour l'olympisme. Après, ce qui est plus compliqué, c'est la voile professionnelle. Et ben, il y a un exemple assez classique où moi j'étais en pôle espoir avec beaucoup de jeunes que vous devez connaître, notamment Robin Follin, Bruno Mourniac, Timothée Lapo. C'est des gens avec qui j'ai eu exactement le même parcours qu'eux quand j'étais jeune. Et eux, ils ont eu la chance en 2017 à faire partie de l'équipe jeune de la Coupe de l'Amérique aux Bermudes. Et voilà, c'est des opportunités qui sont quand même plus faciles en tant qu'homme. J'ai aussi énormément d'amis qui ont eu aussi le même parcours que moi, qui sont appelés sur des projets professionnels comme en TF35 ou sur des plus gros bateaux. Donc en tant que femme, c'est plus compliqué. C'est aussi plus compliqué d'être payée. Là, on a eu la chance, bah, avec Orient Express, L'Oréal Racing Team, d'avoir une équipe 100% féminine, et on est un peu dans ce tremplin où ben il y a de plus en plus d'opportunités et de possibilités pour les femmes de faire de la voile professionnelle. Justement, j'allais te demander comment est-ce que tu trouves que ça évolue? Parce que les exemples que tu cites, voilà, avec Robin, avec, Bruno, avec Tim sont effectivement, très criants. Comment est-ce que tu trouves que ça évolue? Bah, les opportunités, les projets, je pense notre société qui évolue et qui a besoin de voir les femmes dans le sport, de voir les femmes leaders de certains projets. Et donc le fait que cette société évolue, ben forcément les partenaires financiers, les sponsors, ben eux ils veulent représenter ces valeurs, ils veulent que les femmes soient pionnières dans certains projets. Donc c'est important pour eux que qu'il y ait des femmes qui soient représentées, des femmes qui aient des opportunités, qui aient aussi des parcours qui nous permettent aussi de s'entraîner parce que bah forcément il y a un gap qui s'est créé au cours des années entre les hommes et les femmes. Donc les hommes sont mieux préparés, ont plus de compétences que nous sur certains aspects de la voile parce que bah ils ont eu des opportunités plus jeunes de naviguer, de d'apprendre certaines choses que nous on n'a pas appris. Donc il y a vraiment cet élan, je pense, de la société et du coup des sponsors et des partenaires qui veulent bah, que les femmes soient au centre des projets aussi.
Je voulais en parler un petit peu plus tard, mais je vais quand même rebondir sur ce que tu dis. À l'époque, justement, quand tu dis que, des jeunes hommes qui sortent de la même formation que toi ont plus d'opportunités. Toi, tu le vis comment à l'époque? Est-ce que, ça fait baisser les bras? Est-ce que ça fait réfléchir à comment je vais moi me débrouiller, autrement, pour aller les chercher ces opportunités? Comment est-ce que tu as, réagi? Comment est-ce que tu as mené ta barque à l'époque? Je pense que je me rendais pas compte qu'il y avait un décalage, quand on était à l'internat, qu'on naviguait, ben, surtout en 420, ben, on prenait, les mêmes départs là avec les garçons. Enfin, on faisait les manches ensemble. Des fois, ils me battaient, des fois je les battais. Enfin, il y avait quasiment aucune différence entre eux et nous. Et puis eux, ils ont eu cette opportunité. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment avec l'objectif des jeux qui était vraiment beaucoup plus important que n'importe quel objectif. Et j'avais pas trop réfléchi à la voile professionnelle, bah, la Coupe de l'Amérique, c'était un rêve pour moi, mais c'était vraiment une suite logique des choses. Pour moi, il y avait les Jeux et ensuite il y avait la Coupe de l'Amérique. Donc c'est vrai que je les enviais à l'époque, mais en même temps, j'étais aussi contente enfin, d'avoir plus de temps pour le projet olympique, d'avoir plus de temps pour naviguer sur des supports, disons, plus légers. Et je me suis pas trop rendu compte de ce décalage. J'ai l'impression que je m'en suis rendu compte plus tard euh, bah, quand justement j'ai cherché ces opportunités de naviguer, de gagner de l'argent en faisant de la voile, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage et qu'il y avait vraiment un gap aussi de compétences parce que bah moi quand j'ai commencé à chercher ces opportunités, j'avais déjà 25 ans alors que les hommes avaient déjà commencé à avoir ces opportunités et à les chercher à l'âge de 16, 17 ans, quoi. Donc il y a déjà un gap de compétences. Lara, on va revenir au début de l'histoire. Elle commence comment ton histoire d'amour avec la voile? Alors elle commence très, très loin de Marseille. Ouais, donc j'ai commencé, je suis née, j'ai grandi au Kenya, à Nairobi, et mon père nous avait amené ma sœur et moi au lac Naivasha, donc c'est à 1 heure et demie de Nairobi, dans un petit club de voile. On avait commencé à faire de la voile, un petit peu d'optimiste, un petit peu de laser, et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais aussi beaucoup aimé l'ambiance en fait. On allait là-bas, on allait le week-end, on campait, on était avec les girafes, les hippopotames. Et puis on était au milieu de nulle part dans la nature et il y avait ce lac qui s'est formé dans un volcan. Donc c'est un lac qui est assez profond et où il y a ce petit club. C'est un club de voile un peu bah, colonialiste, disons. C'est des Anglais qui se sont installés là, qui ont monté ce petit club de voile. Et j'adorais l'ambiance là-bas, donc ça m'a poussé à y aller de plus en plus, à commencer la compétition. Et ouais, le fait d'être vraiment à l'extérieur et de vivre un peu cette aventure en dehors de la ville, enfin avec les amis, c'était vraiment incroyable. Et mes deux parents m'ont toujours beaucoup poussé dans la compétition sportive. Donc petit à petit, on a cherché à faire des stages à l'étranger, des compétitions à l'étranger. Mon père a organisé un championnat d'Afrique d'optimistes au Kenya. Donc pas à Naivasha, mais sur la côte, dans un petit village qui s'appelle Kilifi, qui est juste au nord de Mombasa. Et donc enfin ça a vraiment développé la voile au Kenya. Il y a eu des nations partout en Afrique qui sont venues au Kenya pour faire de l'optimisme. Donc c'était un peu bah, cette évolution, ce développement et puis enfin, l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Mon père qui était à fond derrière moi, ma mère aussi. On a voyagé dans le monde entier quand j'avais entre 11 et 14 ans avec mes parents et c'était mon papa qui me coachait. Donc voilà, je suis tombée assez vite amoureuse de ce sport et je voulais vraiment en faire mon métier. Je sais pas si à ce moment-là, je savais déjà que c'était un métier et que c'était possible
de gagner sa vie. J'avais pas imaginé tout ça dans ma tête. Mais en tout cas, mon rêve ultime, c'était d'aller aux Jeux et d'avoir une médaille aux Jeux. Donc, quand j'ai commencé la voile, je représentais le Kenya. Mais on avait réfléchi un système qui puisse m'apporter plus de compétences, aussi potentiellement plus de financement pour pouvoir évoluer dans le sport, parce que au final j'étais quand même arrivée dans les limites des compétences et du financement qu'il y avait au Kenya, parce que on a participé à beaucoup de compétitions, mais bon, après, les seules compétences que j'avais, c'était mon papa et quelques personnes qui faisaient de l'optimiste et du laser en loisir au club. Donc, c'était quand même assez limité. Et mon père, c'était renseigné un petit peu des options pour justement pour faire un sport d'études ou pour faire certains stages. Et il avait vu l'option des pôles espoirs. Donc, il y avait le pôle espoir à Antibes et celui de La Rochelle. J'ai fait ma demande pour intégrer les deux pôles et j'ai intégré le pôle d'Antibes au mois de septembre 2010, il me semble. Donc, c'est là que l'aventure a commencé en France. Là où j'ai aussi eu un peu un choc culturel de passer de ma vie au Kenya à ma vie sur la Côte d'Azur, parce que c'est pas n'importe où en France. Et voilà, c'est le chemin qui s'est fait à partir de là. Ta famille est venue avec toi? Alors non, ma famille est restée au Kenya, donc j'étais à l'internat. J'étais à l'internat au Fort Carlin à Antibes et je rentrais au Kenya une ou deux fois par an, et mes parents venaient en France une à deux fois par an. C'était, alors au-delà du choc, culturel, du choc, météo aussi, on imagine bien, climatique, heu, il fallait quand même une sacrée détermination, bien chevillée au corps pour quitter le Kenya, quitter sa famille et venir s'installer, à Antibes à l'internat à quoi? À 14-15 ans? En fait, je pense que depuis toujours, et je m'en rends compte de plus en plus, parce que quand j'étais jeune, c'était inconscient que je faisais tous ces choix. Mais je m'en rends compte dans le quotidien aujourd'hui. En fait, j'ai toujours des idées folles et je sais que ces idées, c'est ce qui va m'amener, ce qui va m'évoluer, ce qui va aussi me driver à vouloir me surpasser. J'ai toujours envie de faire des projets fous, des projets que les gens ils disent ben non, c'est impossible, enfin réfléchis. Et puis en fait avec mes parents et puis maintenant plus en autonomie, je trouve des solutions pour ces projets fous. Et c'était mon projet fou, voilà, c'était d'évoluer, c'était d'apprendre, et je savais que il fallait que j'aille autre part pour avoir cette évolution. Et mes parents m'ont vraiment soutenue, donc ouais, je me posais pas la question, j'étais pas là en mode ça va être dur, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. J'étais en mode je veux le faire à 1000% et je fonce, quoi. Et forcément ça a pas été si facile que ça, mais euh, mais c'était ce que je voulais faire, et j'étais déterminée comme jamais pour le faire. On va évidemment continuer à dérouler le fil de ta vie, mais en tout cas de ta carrière sur l'eau, Lara. Mais j'aimerais quand même que tu nous racontes ce qui te reste du Kenya. Je te dis ça parce que moi, en tout cas, personnellement, c'est un pays qui me fascine. Mon film préféré, c'est Out of Africa parce que justement, voilà, et je suis allée au Kenya exprès grâce à à Out of Africa. Il te reste quoi de ton pays? Hem, Tu as encore quel genre, d'attache, des choses de ton quotidien qui sont encore kenyanes, chez toi? Il reste quoi? Le Kenya, c'est un pays pour moi où il y a énormément de cultures différentes. Ma mère est kenyane, mais elle est d'origine indienne. Donc ma sœur et moi, on est la quatrième génération née au Kenya. Et, euh, et le Kenya, il y a beaucoup de tribus différentes. Dire qu'on est kenyan, c'est difficile
de dire on appartient à une race ou en fait il y a une différence un petit peu entre la nationalité et la race parce qu'il y a énormément de gens qui sont kenyans de nationalité mais qui sont pas là depuis 10 000 ans quoi. Par exemple avec ma famille on est là depuis 150 ans mais on a enfin tous mes grands-parents toute ma famille du côté de ma mère ont la nationalité kenyane, ont leurs entreprises là-bas, habitent là-bas. Et c'est un pays qui a été colonisé par l'Angleterre, donc il y a aussi énormément d'Anglais qui se sont installés là-bas aussi définitivement au moment de l'indépendance. Il y a beaucoup de tribus qui parlent plein de langues différentes. Il y a deux langues officielles, c'est l'anglais et le swahili. Mais il y a plein de gens qui parlent ni anglais ni swahili au Kenya. Donc c'est vraiment un mélange d'énormément de cultures. Il y a un peu plus loin que moi, mais ça fait partie de la culture kenyane. Il y a aussi l'Empire ottoman qui enfin le Kenya qui a fait partie de l'Empire ottoman, donc il y a aussi beaucoup de musulmans. Il y a vraiment un mélange de cultures. Il y a aussi beaucoup de Chinois qui se sont installés il y a une trentaine d'années. C'est un mélange de cultures immense et moi je pense que c'est là où je me sens bien, c'est dans le mélange, dans le partage avec différentes personnes. Moi j'étais toujours fière d'être kenyane, de parler avec les Kenyans, de partager vraiment cette culture. J'ai vraiment eu la chance où mes parents étaient hyper attachés à la nature. Donc, Nairobi, c'est une grosse ville, mais c'est possible de quitter la ville assez rapidement. Donc, tous les week-ends, on partait en voiture, on partait en safari. Et puis, toi, Hélène, t'es allée au Kenya, donc tu sais ce que c'est, mais c'est hors du temps d'être dans un parc national, d'avoir des kilomètres où on peut voir l'horizon sur des kilomètres parce que la savane c'est quasiment vide et de voir les animaux passer, de voir les animaux chasser. Enfin, c'est vraiment des scènes qui sont hors du temps. Et moi, j'ai vraiment grandi là-dedans. On passait nos week-ends à aller camper dans les parcs, à découvrir des nouveaux endroits, à se balader avec les animaux. Enfin, c'était vraiment notre quotidien quasiment. On parlait quelle langue à la maison? On parlait français essentiellement parce que comme tout le monde le sait, c'est dur pour les Français de parler une autre langue. Donc mon père, c'était dur pour lui d'apprendre d'autres langues. Ma mère ne parlait pas français quand elle a rencontré mon père et elle a appris assez vite. Elle a pas trop eu le choix, donc ma mère parle très bien français. On parlait beaucoup français. Et à un moment donné, on a switché parce que ma mère a décidé consciemment que il fallait que ma sœur et moi on parle anglais, enfin un meilleur anglais parce qu'on parlait pas très bien anglais du coup vu qu'on parlait uniquement français à la maison. Et elle a commencé uniquement à nous parler en anglais quand on avait l'âge de 10 ans. Donc c'est pas facile à 10 ans de se dire on parle français avec la famille, tout d'un coup on va parler anglais, mais elle a tenu tête et aujourd'hui on parle français avec mon père et anglais avec ma maman du coup. Moi, c'est pas mal quand on a une carrière dans la voile de façon internationale d'avoir un très très bon anglais forcément. Merci maman quand même. Ouais, merci maman. À l'époque, je lui disais pas merci, mais maintenant je parle avec plaisir en anglais et je suis vraiment contente de maîtriser cette langue facilement parce que ça aide vraiment à rencontrer des gens et puis à évoluer un petit peu dans notre sport aussi. Bah, ça ouvre des opportunités forcément. Exactement, oui. Alors il y a ce sport-études à Antibes, Lara, il y a l'entrée au pôle France, espoir. Le 4,70 ça va devenir ton support? Exactement, ouais. Donc, au début, j'ai fait du 420 à Antibes et ensuite du 470 à Marseille.
Et c'était dans la suite logique des choses parce que bah, le 420, il prépare le 470 et j'ai fait 4 ans de 420 avec Marlena, donc on se connaissait déjà très bien et puis on avait toutes les deux envie de faire une série olympique. Donc notre entraîneur de l'époque, Jean-Philippe Coin, dit Bilou, nous a beaucoup aidé ben, à construire le projet, à passer d'un projet jeune où on navigue l'après-midi et les week-ends, on part en régate de ligue, à un projet quasiment professionnel, un projet où on prépare les jeux, où on a notre propre financement, nos propres bateaux, on est beaucoup plus en autonomie. Et donc, il nous a beaucoup aidé dans cette transition. Et après, le K70 est devenu un peu mon bébé. J'adorais ce bateau. J'adore le côté technique hyper précis où il faut vraiment cocher toutes les cases parce que tout le monde maîtrise le bateau, mais pour gagner 10 centimètres, et il faut être plus rapide, faut trouver des solutions pour gagner ces petits centimètres. Et voilà, c'est un bateau que j'ai beaucoup apprécié. Je lisais dans un article ce qu'on disait en introduction que vous étiez visiblement très, très perfectionniste, avec, Marina sur votre bateau, que vous vouliez, beaucoup gérer, beaucoup bien le préparer, le peaufiner. Hem, Ça dit quoi aussi de la championne que tu étais en train de devenir et que tu voulais devenir? C'est vrai que à ce moment-là, c'est comme tout, j'en avais pas trop conscience, même si les gens autour de moi, ils voyaient, ils me disaient, que je faisais tout le temps très attention au bateau, que tout soit bien préparé, que tout soit joli, que tout soit esthétique. Ça m'a forcément beaucoup aidé par la suite parce que la voile, c'est un sport hyper technologique où la base c'est que le bateau soit bien préparé, que le bateau aille vite. Donc il y a plein de moments où si le bateau est bien préparé, qu'on travaille bien sur le bateau, on gagne du temps sur l'eau en fait. Et moi j'ai toujours aimé en fait ce côté où je prépare mon matériel, j'en prends soin, je le nettoie bien, je l'organise bien, je le range bien. Et depuis toute petite déjà, quand je faisais de l'optimiste, j'avais fait un petit coin dans notre garage à la maison où j'avais ma petite voile, mes petits boots. C'était pas grand-chose à l'époque parce que c'était juste un optimiste, mais j'avais tout bien organisé sur des étagères, tout bien rangé. Et finalement, je suis comme ça au quotidien. Chez moi, c'est pareil. Tout est bien organisé, bien rangé, bien propre. Et si c'est pas le cas, je me sens moins bien dans mon environnement. Donc j'essaye de faire attention à respecter ce que je suis et profiter de cette qualité parce que c'est hyper important dans notre sport. Vice-championne du monde et vice-championne d'Europe junior, c'est ça, Lara? Ouais, exactement, ouais. C'est quoi ces médailles d'argent, là? Elles galvanisent, comment? Tu les as reçues, comment? Sur les 2 épreuves, c'était quand même une surprise parce qu'on n'était pas en tout cas sur les championnats du monde, c'était vraiment notre première année en 470, donc on n'était pas du tout favorites. Il y avait en 470 déjà en jeune, il y a déjà énormément de niveaux et au moment où on naviguait, il y avait déjà énormément de niveaux. Et, et en fait, tout s'est fait un peu naturellement. C'était toutes les planètes se sont bien alignées. On a passé un super moment à Kiel. Ouais, c'était dans le flow. Franchement, il faudrait que j'essaye de me souvenir un peu du déroulement de la compétition parce que j'en ai fait tellement depuis que des fois j'oublie que j'ai été vice-championne du monde et vice-championne d'Europe.
Et le championnat d'Europe, c'était un peu différent parce que c'était l'année d'après, on était déjà plus aguerris sur le support, on arrivait déjà plus favorite. Et les choses aussi se sont bien goupillées. On était dans le flow, dans un bon environnement. C'était au lac de Garde. Je me souviens il y a eu beaucoup de journées où on a navigué le matin très tôt et l'après-midi. Donc c'était un peu les journées bien complètes. Et la semaine, ouais, s'est déroulée un petit peu dans le flow, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance et ça a amené de la performance au final. Lara, il y avait Tokyo en ligne de mire. Oui, exactement. Donc c'était un objectif forcément. Après le 470, c'est vraiment une série à expérience. Tous les athlètes en 470, c'est beaucoup des athlètes qui naviguent depuis des années entre 10 et 20 ans. Et nous, forcément, quand on a commencé la préparation olympique de Tokyo, on a commencé en 2016. Donc, on avait pile 4 ans 3 ans du coup pour se sélectionner et 4 ans pour être performante au jeu. On a été assez vite performante en série jeune. La transition en senior était un petit peu plus compliquée. Les gens avaient tellement d'expérience que le gap a été À combler. dur à combler et effectivement. Et on a eu quelques épreuves promettantes en senior, des medal race sur plusieurs World Cup qui montraient du potentiel, mais sur la régularité et sur l'épreuve de référence qui était le championnat du monde en 2019 pardon, qui était à Tokyo justement. Camille et Aloïse, il me semble qu'elles font un podium sur cette régate, mais je suis pas sûre à 100%. Et elles étaient quand même favorites pour la sélection et c'était dans la normalité qu'elles se sélectionnent à ces Jeux de Tokyo. Je fais une petite parenthèse, Lara. Tu nous parles de cette passion qui t'anime visiblement. On sent quelque chose de très fort chez toi et puis qui t'a poussée depuis toute jeune. Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que tu as des idoles? Est-ce que tu t'es dit je veux faire comme? Alors, est-ce que c'est je veux faire comme papa, puisque c'est lui qui t'a initié, toi et ta sœur? Est-ce que après il y a des figures qui se sont imposées à toi comme référence, comme personne à suivre, à imiter ou pas d'ailleurs? Quand j'étais petite, que j'ai commencé la voile, je faisais aussi beaucoup de tennis en même temps et je regardais beaucoup le tennis à la télé. Et je pense que la première personne que j'ai idolâtrée, c'était Rafael Nadal. Et c'était vraiment, j'adorais son jeu, j'adorais sa posture. Enfin, j'étais vraiment, ça a vraiment été mon idole pendant longtemps. Et avec le temps, en me connaissant mieux, j'ai basculé sur le clan Djokovic. Mais j'adore Nadal et ça restera toujours mon idole. Mais je vois plus de similarités entre moi et Djokovic. Du coup, j'ai appris avec le temps à aimer beaucoup ce joueur et et aussi le fait que ce soit un peu le joueur un peu que personne veut le voir gagner, le joueur un peu vilain, et je sais pas, j'ai appris à l'affectionner et à vouloir qu'il gagne tout le temps. Donc j'ai beaucoup suivi le tennis et ces deux joueurs, ça a été vraiment et c'est toujours des idoles pour moi. Et après, quand j'ai commencé la voile, forcément, j'ai eu des idoles dans la voile, des gens que j'avais envie d'être. La première personne en arrivant au pôle espoir dans Antibes, c'était Sophie de Turckheim. Elle naviguait au pôle espoir et c'est elle qui m'a appris plein de choses. On a fait du match racing ensemble. C'est elle qui m'a appris à naviguer sur des plus gros bateaux que le 420. Donc Sophie, ça a été une de mes idoles. Ensuite,
Marie Soler, ça a été une de mes idoles quand j'ai commencé le 420 aussi. Donc c'était à plus petite échelle, c'était des gens que je connaissais, mais en fait le fait de pouvoir leur parler, de pouvoir apprendre d'eux, ben ça m'a vraiment, enfin c'est des gens qui m'ont vraiment inspirée. Et après quand j'ai commencé, je me souviens pas avoir eu d'idole en 470. Mais en tout cas, quand j'ai commencé le 49er FX, et même avant, parce que je suivais les athlètes en 49er, j'ai eu Eric Heil, qui est un Allemand qui fait du 49er, qui a été un de mes idoles. Et les Espagnols Diego Botin et à l'époque qui naviguait avec Iago Marra, c'était clairement mes idoles et je, je voulais faire tout comme eux. Et alors, est-ce que tu es du genre à aller parler à tes idoles et leur demander facilement conseil? Oui, je suis très à l'aise, je suis très sociale, donc je discute très ouvertement avec les gens. Diego, c'est un très bon ami à moi aujourd'hui. Iago aussi, son ancien équipier, on est très proches. On a fait des downwind en wing ensemble. Avec Diego, j'étais chez lui la semaine dernière à Santander. On s'entraînait en mode, donc ça s'est fait naturellement. Je réfléchissais pas en mode ah c'est mon idole, il faut que j'aille lui parler. Mais bon, l'olympisme et la voile, ça reste un petit monde. Donc finalement, on apprend tous à se connaître et puis les relations ont fait que ben finalement on a passé plus de temps ensemble à des moments précis et je l'admets toujours aujourd'hui que bah c'est mon idole et je suis toujours là à lui poser des questions et à vouloir apprendre et évoluer de ces personnes-là. Le choix de passer en 49er FX, il est contraint, Lara? Est-ce qu'il est contraint par la nouvelle mixité du 470 pour les Jeux de Paris ou est-ce que c'est un choix? Alors contraint, je dirais pas du tout parce que la mixité, on savait déjà depuis quasiment quand on a commencé la préparation pour les Jeux que bah Paris, le 470 serait mix. Donc on savait qu'il y avait un temps limité à notre Olympiade en 470, mais on avait quand même voulu faire cette Olympiade parce que bah, c'était un bateau qu'on appréciait, c'était aussi une bonne école de la voile. C'était un peu aussi dans la suite logique des choses. Donc, on savait que à la fin de cette Olympiade, il y aurait soit séparation, soit changement de support. Et en fait, moi, j'ai pris un an entre bah, la non-sélection au mois de septembre 2019 à quand j'ai commencé le 49er Life Is avec Amélie qui était en septembre 2020. J'ai pris un an pour essayer différents supports, me poser les bonnes questions de qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour être performante, pour prendre du plaisir, enfin, qu'est-ce que j'avais envie d'aller chercher. Et j'ai eu la chance au Pôle France. J'ai un ami à moi qui est malheureusement plus parmi nous, c'est Hugo Fredigucci. Il a eu un accident de moto il y a quelques années qui m'a amené sur son bateau en 49er et qui m'a fait faire le tour de la rade de Marseille. Et enfin vraiment pour être honnête avec toi, je suis tombée amoureuse de ce bateau. Enfin pour moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Enfin, j'avais le smile jusqu'aux oreilles pendant que je naviguais. Et en rentrant chez moi le soir, je me souviens que je regardais les medal race de Rio, que je regardais toutes les courses qu'il y avait en ligne. Et puis le matin, je me réveillais parce que je pensais à ça, quoi, parce que je pensais à ce bateau et parce qu'en fait, c'est un bateau, je me suis tout de suite sentie hyper à l'aise parce que ben déjà le barbeur et l'équipier sont au trapèze, j'adore être au trapèze. C'est un peu une danse, mais il faut aussi être un petit peu. Moi, je le voyais un petit peu comme un singe, et moi, j'aimais bien me déplacer d'un côté
de l'autre, d'être dans ce flow, cette fluidité sur l'eau. C'est un bateau qui nous rend énormément de sensations hyper rapidement. On est super proche de l'eau. C'est un bateau qui va vite, donc vraiment, j'étais comme une gosse dans un manège. Enfin, c'est vraiment devenu du coup mon rêve que j'ai entretenu petit à petit parce que au début je voyais pas trop comment j'allais finir en 49er FX et avec qui, dans quelles conditions. Et du coup, j'ai pris 1 an à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire. J'avais toujours cette histoire de FX qui me trottait dans la tête parce que j'avais fait cette nave incroyable et j'avais justement contacté Sophie à l'époque pour lui demander de faire du FX avec moi. Et pour moi, c'était l'idéal. Je voulais remotiver Sophie à faire un projet olympique. Je voulais naviguer sur ce bateau, donc je lui avais proposé. Elle était pas trop motivée pour faire de l'olympisme. Je sais pas si c'est moi qui espérais, mais j'avais l'impression que peut-être avec le temps, elle allait changer d'avis. Du coup, je l'avais croisée sur Marseille, j'essayais de la motiver. Voilà, on a discuté plusieurs fois avec Sophie pour naviguer. Je sais même pas si elle me prenait vraiment au sérieux parce que c'est peut-être moi aussi qui me faisais mes films en mode je vais naviguer avec Sophie, mais elle se posait même pas la question une seule seconde. Et, et du coup, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait du 470 en mix. Je me suis aussi posé la question de faire du kite à foil. Du coup, j'ai au début Jean-Baptiste Bernas qui faisait déjà du kite à foil qui m'a prêté son premier foil. Et j'ai appris à hier avec Ariane Imbert, l'entraîneur de l'équipe de France, qui m'a appris à faire du kite à foil. J'ai commencé mes premiers boards dans la rade de hier et après je me suis acheté du matériel d'occasion de rider qui faisait déjà du kitefoil. J'ai commencé à faire du kitefoil. En parallèle, je faisais du 470 mixte avec un garçon. J'ai aussi fait le choix en 470 parce que j'étais équipière en 470. J'ai fait le choix de changer de passer à la barre, du coup, de changer de poste, oui. Et j'ai commencé du coup le 470 en mixte à la barre. C'est un petit challenge parce que après avoir équipé pendant 8 ans, là du coup je me retrouvais assise sur un caisson à tenir une barre. Et en même temps, j'ai fait la sélection Océane avec CMB pour le projet féminin Figaro. C'était la première fois qu'il y avait le bateau Océane. Cette Et opportunité, voilà, cette sélection, exactement, ouverte aux femmes. c'était la première opportunité pour les femmes et je l'ai vraiment fait pour la découverte. Je l'ai pas du tout fait parce que j'avais envie de faire du large ou parce que j'avais envie de faire du Figaro. J'y connaissais rien, je savais pas ce que c'était le large. J'avais jamais dormi sur un bateau. Enfin, c'était vraiment la découverte totale. Et j'ai envoyé mon dossier comme ça pour voir ce que c'était. Et j'ai fait partie des neuf Finaliste. sélectionnés sur le dossier. Donc, je suis allée à Port-la-Fourrée. J'ai rencontré ce groupe de femmes incroyables qui étaient beaucoup mieux préparées que moi parce qu'elles avaient déjà fait du large et qui avaient vraiment cet objectif de faire la solitaire et d'avoir un vrai projet de course au large. Et Amélie faisait partie de ces 9 sélectionnés. Donc, j'ai pas mal navigué avec elle parce on naviguait à 3 sur le bateau pour apprendre à naviguer sur le bateau. Et j'ai beaucoup aimé passer du temps avec Amélie. Enfin, j'ai trouvé que c'était une personne qui dégageait énormément de joie, de bonne humeur, et puis aussi quelqu'un qui travaille très dur, enfin qui a beaucoup d'ambition, des objectifs concrets. Enfin, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et
j'ai assez vite aimé le personnage et pendant qu'on était à Port-la-Forêt, j'ai eu un peu cette idée où je me suis dit bah tiens Amélie, tu veux pas qu'on fasse du FX ensemble? Et un petit peu comme avec Sophie, je pense qu'elle se disait que j'étais peut-être un peu folle ou que j'avais des idées un peu farfelues. Mais j'ai insisté quand même pendant 2 jours. C'était les 2 derniers jours parce que bah forcément au début j'apprenais juste à la connaître. L'idée n'avait pas commencé à grandir dans ma Germer. exactement. Et après ben j'ai essayé de la motiver. Les filles aussi, il y avait Milena pardon qui était là au, aux sélections qui nous disait ah mais oui ça serait une bonne idée si vous faites du FX ensemble et tout et puis finalement moi j'étais rentrée à Marseille, Amélie à Brest et il y avait pas enfin il y avait pas trop eu de suite. Et moi, je continue mon projet en 470. J'étais quand même dans un projet où on avait pour l'objectif de faire les championnats du monde à Palma en 2020. C'était pas mal d'apprentissage. Et enfin, j'avais prévu, j'étais avec ce garçon. On avait un objectif au moins d'1 an et puis de voir par la suite qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on continuait, est-ce que je basculais sur l'autre chose. Donc, je suis rentrée à Marseille, j'ai continué les entraînements en 470. Et en fait, le Covid est arrivé pile à ce moment-là, pile quand on est allé au championnat du monde à Palma. C'était au mois de mars en 2020. Et le championnat du monde a été annulé. Et on a été rappelé par la fédération pour le ramener les convois fédéraux et pour nous pour l'entrée à Marseille. Donc on a quitté l'île un peu en catastrophe parce que bah forcément il y avait toutes les nations du monde qui étaient là pour le championnat du monde de 470 et pour la Trofeo qui a lieu tous les ans à Palma. Et en fait, tout le monde était en préparation finale pour les Jeux. Et là, tout d'un coup, c'était branle-bas de combat. Il fallait que tout le monde rentre chez soi. Donc, tout le monde a pris les derniers ferries pour quitter l'île. Je suis rentrée à Marseille. J'avais plus d'appartement à Marseille parce que j'étais justement en train de faire un switch de colocation. Et j'avais rendu mon appartement fin février. Et vu que je partais pendant 2 mois, avec Palma et Yerde, j'avais prévu de récupérer un nouvel appartement avec un nouveau coloc en rentrant de Yerde, donc début mai. Donc j'avais une période où j'avais pas d'appartement pendant 2 mois. Et la personne qui nous loue l'appartement actuellement, c'est une connaissance, c'est un entraîneur, il s'appelle Richard Deméo. Je l'ai appelé en catastrophe en prenant le ferry. Ouais, salut Richard, est-ce que on peut aménager dans l'appartement demain? Parce qu'en fait, là, on rentre à Marseille, on va être potentiellement confiné. On sait pas ce qui va se passer et enfin, j'ai pas d'appartement, j'ai pas d'endroit où dormir. Et l'appartement était vide. Du coup, il me fait, ben, pas de souci. Quand tu rentres à Marseille, dis-moi, on se retrouve à l'appartement, je te donne les clés et banzai, c'est parti, quoi. Donc, mon confinement a commencé comme ça avec mon colocataire et ma mère et ma sœur qui étaient à Paris à ce moment-là, dans un tout petit appartement. Du coup, je les ai appelés, je leur ai dit, ben, moi, j'aménage dans cet appartement à Marseille qui est quand même assez grand. On est deux dedans. On savait pas combien de temps ça allait durer le confinement, si ça allait être 1 semaine, 2 semaines. Enfin, on n'en avait aucune idée. Du coup, je les ai appelés, je leur ai dit, ben, venez, prenez le train pour Marseille et on passe un petit moment ensemble. Bon, finalement, on a passé 2 mois ensemble à quatre, confinés dans un appartement. Il y a eu des hauts et des bas. Mais voilà, pendant ce confinement, bah, ça a permis quand même beaucoup de réflexion parce qu'on s'est quand même retrouvé à plus pouvoir rien faire. Donc, on faisait un peu de sport ici. J'habite à 5 minutes des Calanques, donc on allait se balader 1 heure dans les Calanques, prendre l'air. Et l'idée du FX commençait vraiment à me trotter. Donc, j'ai contacté
l'entraîneur national qui était Benjamin Bonneau à ce moment-là pour faire des tests en FX. Il était très ouvert à la question. Il me demandait avec qui, quand. Bah, on savait pas quand forcément, du coup, on savait pas combien de temps on allait être confiné. Et j'ai recontacté Amélie pour faire des tests en FX et elle m'a dit qu'elle était intéressée pour faire des tests. Pas forcément avec moi ou enfin pas forcément que avec moi. Donc elle avait prévu de faire des tests avec Mathilde Kerangat aussi en FX. Donc sortie de confinement, moi je suis passée à l'action. Comme d'hab. J'ai envie d'un truc, j'y vais à fond. Du coup, je suis allée au pôle, j'ai vu avec l'entraîneur de jeunes, David Lechêne, pour qu'il me prête un bateau. J'avais un bateau qui était en kit complet, que j'ai remonté du coup avec des amis à moi parce que j'ai plein d'amis à moi sur Marseille qui ont fait du forti dans le passé. Donc tous les jours, j'avais un ami différent qui venait au pôle avec moi et qui m'aidait, qui m'expliquait ça faut monter comme ça il faut changer, ça le fait pas pour naviguer parce que je savais pas comment fonctionnait le bateau. Donc ils sont venus tous les jours. Je les remercie parce que j'ai vraiment j'ai vraiment appris énormément de choses et j'ai gagné énormément de temps avec eux. Tous les jours, il y avait quelqu'un qui m'amenait à l'eau. On montait le bateau, ils me montraient comment le gréer, et puis ils allaient naviguer avec moi tout simplement. Donc eux, ça leur faisait plaisir de m'aider, ça leur faisait plaisir aussi d'être sur l'eau. Mais j'ai appris tellement de choses parce que j'ai navigué avec, je pense, 10 personnes différentes. Je pense à Gabi Skozek, Virgile Aubrio, Louis Rénal. Je pense que j'oublie la moitié des personnes qui m'ont aidée, mais du coup c'était vraiment incroyable parce que du coup j'ai appris avec des gens qui connaissaient déjà le support. C'est vraiment un support compliqué où il faut vraiment être précis, connaître les lignes du bateau, savoir comment il va réagir. Et le fait de naviguer avec quelqu'un qui sait déjà naviguer sur ce bateau, ça aide vraiment à pas faire d'erreurs un peu bêtes parce qu'on peut aussi se blesser assez rapidement. Donc voilà, j'ai fait mon petit chemin comme ça, toute seule avec mes copains sur Marseille. Et bah, je contactais Amélie pour savoir quand est-ce qu'elle allait venir sur Marseille. J'ai contacté aussi d'autres équipières. J'ai fait des tests avec Pernelle Michon, avec Marine Rioux aussi. Et pour voir enfin qu'est-ce qui était possible. Et du coup, bah, j'ai fait pas mal de tests. Amélie est aussi descendue sur Marseille. On a fait des tests ensemble. Et puis, ça a duré 2 mois. Ça a duré tout l'été. Enfin, le mois de juin où moi, je naviguais plus avec des copains. J'ai appris petit à petit comment fonctionnait le bateau. Et après, bah, juillet, août, où j'ai fait des petits blocs, où j'ai testé avec différentes équipières. Et c'était Nicolas Lebert, l'entraîneur jeune à ce moment-là. Donc enfin c'était lui mon référent. Donc c'était quelqu'un que je connaissais super bien parce que c'est lui qui m'a suivi sur quasiment toute ma carrière en 470. Et donc c'était facile de communiquer avec lui. Voilà, on avait notre petit plan d'attaque, mais pour l'instant j'étais toute seule avec lui dans ce plan d'attaque. J'avais pas d'équipière là encore. Et du coup, j'attendais le choix d'Amélie, la réponse d'Amélie, parce que bah, je voulais naviguer avec Amélie. Et début septembre ou fin août 2020, Amélie m'a appelé et m'a dit qu'elle voulait qu'on essaye de naviguer ensemble. Donc voilà, on a commencé ce beau projet au mois de septembre 2020 et voilà, c'est le début de notre petite histoire. On sent, toute ta détermination, on sent que, comme tu l'as dit à juste titre, quand tu veux quelque chose, voilà, tu t'y accroches. Vous allez vous rencontrer avec, Amélie. Quand je dis rencontrer, c'est vraiment vous trouver, plus exactement. Quand effectivement, on a eu l'opportunité de vous voir à plusieurs reprises, autour du bateau, sur le bateau, on sent qu'il y a quelque chose de fort qui s'est créé, entre vous. Je vais sauter une grosse période, Lara.
Mais tu dis: «C'est le début de notre aventure sur ce bateau», mais cette aventure, elle va pas aller jusqu'au bout parce que vous n'allez pas être sélectionnés pour les Jeux olympiques de Paris 2024. On rappelle qu'en voile, il y a qu'un seul équipage, qui est, sélectionné, par nation et par support. Hem, Comment est-ce que toi tu as accueilli cette, nouvelle? Et surtout, parce que ça peut être intéressant aussi pour nos auditeurs, comment on digère ce genre de nouvelles? Quand on a tout donné pendant 3 ans, on sait que c'est cruel en voile, hein, je ce mot-là, je pense qu'il n'est pas, galvaudé. Il y a plusieurs personnes qui pourraient en parler. Mmh. Mais c'est le jeu de la voile et de la sélection pour les Jeux olympiques. Comment est-ce que toi tu l'as accueilli et comment est-ce que tu l'as digéré? Ouais, bah, ça a été un moment, très, très compliqué, le moment où on a su qu'on n'était pas sélectionnés, on était en stage, à Barcelone avec Amélie, donc on Pour la savait Women America's Cup? exactement pour la Women's America's Cup. On savait qu'on allait être appelés ce jour-là, donc bah, forcément, on y pensait, le matin en se levant. Bah, déjà, on y pensait, depuis que le championnat du monde s'était terminé, mais plus particulièrement ce jour-là. Et on était, bah, dans le simulateur là, sur la base, Orient Express et on a eu cet appel de Philippe Mourniac, le directeur des équipes de France, qui nous a appelés, toutes les 2. Donc on est sortis du simulateur, et on a répondu à son appel et c'est là qu'on a eu, ben, la malheureuse nouvelle qu'on n'était pas sélectionnés pour les Jeux. Je sais plus ce qu'il nous a dit parce que ça a été vraiment un flou. Ça a été aussi très dur parce que Amélie a été touchée par énormément de tristesse. Enfin, je me souviens que ben moi j'écoutais sans vraiment écouter, mais je j'arrivais à retenir de mes émotions, au téléphone avec Philippe qui me parlait forcément, qui c'est quelqu'un que je connais depuis super longtemps, quelqu'un qui nous a suivis sur toute notre carrière. Bah forcément, ça a été dur pour lui de nous annoncer cette nouvelle. Ça, c'est dur pour lui de rendre les gens tristes aussi et de briser les rêves de personnes. Enfin, c'est son boulot et c'est un boulot qui est extrêmement difficile. Donc j'écoutais ce qu'il disait sans vraiment écouter, mais en face de moi, j'avais Amélie qui était complètement effondrée. C'était Bruno Dubois qui a vu qu'on était au téléphone, qui est venu nous voir, qui est venu essayer de pas de comprendre, mais d'être là pour nous en tout cas. Et donc ça a été un moment vraiment très difficile. J'ai beaucoup de personnes à la base Orient Express qui bah, avec qui j'étais proche et qui nous soutenaient à fond, donc qui sont venus nous voir, nous dire qu'ils étaient désolés, qu'ils étaient là pour nous et ouais c'était vraiment c'était hyper fort en émotion, en tristesse, en injustice, en incompréhension. Enfin, il y a eu plein d'émotions à la fois. Mais en tout cas, moi, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui, comme on dit en anglais, problem solver. Et il y a un problème, je veux le résoudre immédiatement et des fois, bah, je vais un peu trop vite à trouver des solutions plutôt que bah, juste à accepter que bah, voilà, c'est la situation et c'est dur, c'est triste, c'est douloureux, mais c'est comme ça. Donc moi, une des premières choses auxquelles j'ai pensé, c'était bah, que je voulais repartir et que je voulais repartir leur montrer, leur prouver que ben on serait sélectionné au prochain jeu et qu'on aurait une médaille au prochain jeu. C'est vraiment un des premiers sentiments qui m'est venu à l'esprit. On a bien entendu ta voilà ce mélange des sentiments après, l'annonce de cette, non sélection.
Et donc c'est Charline et Sarah qui vont partir à Marseille et qui vont être sélectionnées pour ces Jeux Olympiques où elles vont décrocher cette médaille de bronze qui sera qui plus est la première médaille pour l'équipe de France. T'as un petit mot sur ces championnes-là qui ont été effectivement vos rivales pour la sélection et qui sont voilà nos grandes médaillées des Jeux de Paris 2024. Ouais, ben franchement, c'est complètement incroyable ce qu'elles ont réalisé. C'est vraiment dingue. J'ai énormément de respect pour les deux athlètes et pour leur équipage. Je pense qu'elles ont vraiment réussi à utiliser leur force à leur avantage et voilà, ça a payé au bon moment. Donc c'est vraiment tant mieux pour elles et tant mieux pour l'équipe de France et voilà, forcément c'est un peu dur de l'extérieur de regarder ça, mais voilà, moi je suis super contente pour elles et j'ai énormément de respect pour tout ce qu'elles ont mis en place pour atteindre leur objectif. À quel point ça inspire? Bah, c'est sûr que inspirant, c'est difficile parfois de se voir dans des personnes qui sont vraiment différentes de soi. Donc c'est inspirant dans le sens où bah elles ont tout fait pour utiliser leur force au maximum et c'est dans ce sens-là que c'est hyper inspirant quoi. Et après, bah, j'ai eu la chance que j'ai fait partie du projet de la coupe, donc ça c'était ma solution bis quoi. C'était bah on n'est pas sélectionné au jeu, mais je vais naviguer sur ce bateau incroyable avec cette équipe incroyable, faire partie de ces premières femmes à participer à la Coupe de l'América. Donc le début a été assez enfin, en mode solution, en mode ben il y a ça, je vais faire ça, je suis à fond, je me donne à fond dans le projet de la coupe, donc ça s'est plutôt bien passé pour moi au début. Et après j'ai eu forcément des moments beaucoup plus compliqués où bah, je me suis vraiment rendu compte bah, de cette non-sélection, de cet échec, de toutes ces émotions qui me traversaient aussi de ce manque de sens dans ce que je faisais. Donc ça a été plus compliqué pour moi par la suite. Et le projet de la coupe s'est aussi pas déroulé comme je l'avais imaginé ou comme je l'aurais espéré parce que bah forcément on était 6 dans l'équipe mais enfin 7, on était 7 dans l'équipe mais que 4 navigantes. Et j'ai pas fait partie de ces 4 navigantes, donc ça a été vraiment très dur pour moi parce que bah quand j'ai quand j'ai eu cette non sélection, bah enfin je me suis quasiment pas posé la question. Pour moi, j'allais naviguer sur la coupe. Je me suis même pas dit que j'allais être remplaçante, même si enfin pourquoi moi plus que les autres. Enfin j'avais pas plus de chance que les autres de faire partie des navigantes. Mais pour moi, j'allais faire partie de cette équipe et j'allais être à la tête de ce projet, quoi. Donc, quand ça s'est pas fait dans cette direction pour moi, ça a été dur de m'investir dans le projet en tant que remplaçante et plus sur le côté technique, du coup. J'ai eu du mal à vraiment trouver ma place dans l'équipe, même si j'affectionne toutes les navigantes qui sont dans le projet, j'affectionne toute l'équipe technique. C'est toutes des personnes qui m'ont appris énormément et qui s'investissent énormément dans un projet qui est d'une grandeur assez importante. Mais du mal ouais à m'investir, à vraiment trouver le plaisir à faire ce que je faisais, à ouais, du mal à mettre du sens un peu sur ce projet, sur la suite de mon avenir, de dans quelle direction je voulais aller. Et c'était aussi des journées très intenses où ben on y allait par bloc, mais c'était du 8 heures, de 21 heures et parfois plus. Donc ça a été dur pour moi de recevoir toute cette charge en ayant autant d'émotions et autant de non-sens dans ma tête. Donc
Donc voilà, c'était une période un peu compliquée où j'ai fait le choix de d'arrêter du coup le projet de la coupe. Ça a été difficile parce que bah forcément j'adore le projet, j'aurais adoré faire partie de cette équipe et c'est une opportunité aussi de dingue. Et je pense que il y en a plus d'une en France et même dans le monde qui aimerait être à ma place, même sans naviguer. Mais euh, mais voilà, j'ai l'impression que c'est une chance que je naviguais pas parce que du coup, ben c'était plus facile pour moi de me séparer du projet et de me rendre compte aussi de ce qui était important pour moi, prendre du recul, digérer aussi cette non-sélection que bah j'ai un peu camouflé au début avec d'autres objectifs, avec d'autres envies, avec d'autres ambitions. Et donc, j'ai fait le choix j'ai longuement discuté avec Louis Viat, le manager du projet, et Manon Diné, la skippeuse du projet féminin. Ils m'ont beaucoup aidé à prendre les bonnes décisions, à pas me forcer, à aussi avoir une bonne relation avec eux et avec toute l'équipe. Je suis vraiment partie en Sereinement quelque part, en tout cas, ouais, ouais. événement, oui, exactement, en n'ayant aucun regret et aucun conflit avec les gens de l'équipe. Donc ça a été dur parce que bah forcément bah mon papa c'était le premier à me le dire, mais tout le monde autour de moi, vu que c'est que des gens quasiment que des gens de la voile, bah tout le monde me disait de pas lâcher, que c'était une opportunité de dingue, que ça allait me mener vers quelque chose de plus grand, m'ouvrir d'autres portes. Et en fait, malgré le fait que tout le monde me pousse dans cette direction, j'ai vraiment écouté ce que j'avais dans le plus profond de mon cœur et dans le plus profond de mes tripes. Et j'ai fait ce choix de d'arrêter le projet, et de continuer à le suivre parce que j'ai mon ordinateur qui a sonné. Je sais pas si vous l'avez entendu pendant le podcast, mais je fais toujours partie de l'équipe, donc je reçois les messages Teams de l'équipe, donc ça me fait plaisir de voir comment l'équipe progresse. Parfois, je prends des nouvelles des navigants. Je suis aussi assez proche de l'équipe jeune, notamment de Enzo, avec qui j'ai fait du 470 en même temps que lui. Théo Deville, j'ai fait du 49er pareil en même temps que lui. Mathis aussi, j'ai fait du 470 en même temps que lui. Donc c'est des gens que j'affectionne énormément et que je suis. Les filles, pareil, Amélie, forcément, Manon, Aloïse, c'est des filles avec qui j'ai évolué en olympisme quasiment toute ma vie. Donc je suis à fond derrière elle, je suis le projet de loin et je suis fière du projet et de l'équipe. Mais voilà, personnellement, j'ai préféré prendre des distances par rapport à ses ambitions, par rapport à ses objectifs et plus réfléchir sur ce qui est important pour moi et puis prendre du temps aussi prendre du plaisir à faire moins de choses tout simplement, à me lever plus tard si j'avais envie de me lever plus tard, à aller faire de la wing si j'ai envie de faire de la wing, à aller faire du mode, du vélo et puis à profiter de ma compagne, de ma famille, de profiter de ces moments-là tout simplement. Et j'ai commencé à écrire un journal quand j'ai arrêté le projet et tous les soirs j'écrivais 5 choses de positives qui m'étaient arrivées dans la journée. C'était des petites choses, hein. On peut se dire que c'est rien, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé à profiter du moment présent et à profiter de petites choses. Ça pouvait être prendre un café avec Amélie et aller me balader en ville. Ça faisait partie des petites choses positives de ma journée. Aller faire du vélo en montagne avec ma copine, bah voilà, c'était des petites choses comme ça et j'ai commencé petit à petit à retrouver du plaisir, à retrouver le sourire et à aimer la vie tout simplement, que je pense que j'avais un petit peu arrêté d'aimer pendant un temps.
Donc je suis juste dans cette phase-là, justement, où je recommence à être bien, à être motivée par des mini-objectifs, à avoir l'envie d'apprendre. Donc voilà, c'est agréable d'être dans cette période-là. Lara, merci pour ces confidences. C'est fort ce que tu nous racontes. On comprend que tu es dans cette période d'avoir besoin de se ressourcer, se retrouver. Euh, Est-ce que tu penses déjà à l'après? Est-ce que il y a Los Angeles? Est-ce qu'il y a du large, non plus pour aller se tester, mais pour y aller pour de vrai? Est-ce que dans ton petit carnet, tu te notes, dans les pages d'après, du plus tard de: «Ah quand même Los Angeles, voilà, j'ai un truc pas réglé avec les jeux olympiques, je veux y retourner, j'ai envie d'essayer de faire, du Figaro, j'ai envie de faire» il y a quoi là dans ta tête qui commence à s'écrire un petit peu? Ben, l'olympisme, forcément, c'est vraiment ce qui m'anime le plus et C'est le rêve ultime. le rêve ultime, effectivement. Bah, c'est quand même un rêve que je traîne depuis que je suis toute petite et que j'ai pas encore réussi à atteindre. Donc c'est dur d'être dans cet échec et de se rendre compte aussi d'avoir été aussi si proche de la sélection et d'avoir échoué. En fait, c'est comme si ce serait dommage de pas continuer, mais forcément c'est pas si facile que ça. C'est pas juste continuer et voilà se sélectionner un petit peu comme on pourrait imaginer la suite logique des choses. Il y a l'Olympiade qu'on a passée avec Amélie, bah ça a été beaucoup d'embûches aussi. Et forcément, si on est amené à repartir sur une Olympiade pour le Los Angeles, c'est avec, en tout cas, avec une différente énergie, des conditions différentes. Forcément, on a énormément appris, donc on veut faire les choses différemment si on y Et retourne. capitaliser sur ce qui s'est passé pendant 3 ans, ouais. Mmh. Exactement, ouais. Et ce qui a été dur pendant notre Olympiade, c'est que on a eu beaucoup d'entraîneurs différents. Il y a eu pas mal de problématiques dans l'accompagnement de l'équipe de France de FX pendant les 4 ans. Mais toutes les personnes qui nous ont suivis, tout ce qu'ils nous ont toujours dit, c'est qu'on avait un potentiel de dingue, qu'on avait tout pour réussir, mais que bah voilà, on n'arrivait pas à capitaliser nos connaissances, sur l'équipe qu'on formait. On n'a pas réussi à capitaliser et à être performante au moment où il fallait être performante. Donc, on a eu des bons résultats pendant l'Olympiade. On termine 9e à un championnat du monde, 7e à un championnat d'Europe. On a fait pas mal de medal race en World Cup. Mais voilà, on n'a jamais fait de podium pendant les 4 ans. Les seuls podiums qu'on a fait, c'est sur les championnats de France, mais c'est des championnats qui sont retirés de championnats internationaux, donc ils prennent juste les 3 premières françaises. Mais on n'a pas fait de podium international pendant nos 4 ans. Euh, pendant la pendant la dernière année qui était l'année critique pour se sélectionner au jeu, on n'a pas fait une seule medal race. Donc oui, on a toujours été entre 10 et 20e, mais on n'a pas été sélectionné à une seule medal race sur la dernière année. Donc on avait le potentiel pour y être, on avait le potentiel pour être dans le top 10, faire un podium si toutes les planètes s'alignaient bien, mais on l'a jamais fait. Donc c'est qu'il y a quelque chose à creuser, quelque chose à faire différemment, à faire évoluer pour réussir à passer ce cap de la performance. Toutes les deux, Amélie comme moi, on a déjà fait de la performance individuellement, enfin sans l'une et l'autre. Donc c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout ensemble. Donc
c'est important de se poser les bonnes questions, de savoir est-ce qu'on a des pistes de travail pour faire évoluer ça ensemble, est-ce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait fait ensemble, et voilà, on a appris énormément de choses sur le plan humain, sur le plan technique, mais est-ce que tout simplement on n'est pas fait pour faire de la performance ensemble, et on est juste de super amis qui ont passé 4 ans de notre vie incroyables. Mais moi, j'ai du mal à me dire ça. Je sais au fond de moi que Amélie, c'est quelqu'un d'incroyable, quelqu'un qui a des qualités, des compétences incroyables, une détermination hors du commun. Enfin, je connais très peu de gens aussi déterminés qu'Amélie. C'est quelqu'un qui physiquement donne énormément. Enfin, c'est quelqu'un qui, bah, elle est fatiguée, elle va à l'entraînement, elle a mal, elle va à l'entraînement, enfin, elle se donne énormément physiquement, c'est une de ses forces, et c'est une force assez importante à son poste d'équipière dans 49er Life X, parce que ben faut être une machine de guerre tout simplement. Et moi je suis persuadée que avec les bonnes personnes, avec le bon environnement, avec le bon état d'esprit aussi, parce que ça vient aussi de nous personnellement. Qu'est-ce qu'on a au fond de nous, quelle énergie on a envie de mettre, est-ce qu'on a envie de repasser 4 ans ensemble dans un projet qui demande autant d'investissement et Bien sûr, d'énergie. bien d'abnégation, qui est voilà, si c'est 4 ans, c'est que ça, quoi. Ouais, faut vraiment savoir si chacune personnellement on a vraiment cette flamme olympique qui nous mène, qui nous mène et qui nous guide dans les moments difficiles, dans les moments faciles, enfin qui nous drive tout simplement. Donc moi je suis pas encore arrivée au bout de ma réflexion. J'ai forcément beaucoup avancé, et j'ai envie de faire de l'olympisme, j'ai envie de faire du FX, parce que bah comme je l'ai dit précédemment, je suis amoureuse de ce bateau, et là d'avoir navigué hier, enfin j'avais le sourire vraiment jusqu'aux oreilles, et j'étais comme une gosse, j'étais trop contente de naviguer, et je sais pas pourquoi, mais le fait d'être avec Amélie, les conditions c'était pas des conditions faciles. Je sais que si on avait été en pleine préparation pour les Jeux, je serais là en mode ok, aujourd'hui c'est une journée importante, faut être dessus quoi. Et puis en fait, tout s'est fait hyper naturellement. Les manœuvres sont passées naturellement. Le bateau est resté à l'endroit pendant tout l'entraînement, alors que ça fait 7 mois qu'on n'a pas navigué ensemble, donc c'est pas rien. Mais finalement, le cerveau oublie jamais, et le subconscient il travaille tout le temps. Donc je pense que j'ai navigué plein de fois dans mes rêves, et plein de fois en y repensant, j'ai navigué plein de fois pendant Sept mois. ces 7 derniers mois. Mais c'était agréable, c'était vraiment agréable, et c'était vraiment un apprentissage en fait de renaviguer, de voir que tout était quasiment intact quoi. J'ai même dit à Amélie, j'ai fait 2 jibes, et c'était une problématique pour moi pendant la campagne, les jibes, parce que j'avais du mal à me déplacer de un footstrap à rester stable sur mes appuis, et à réussir à avoir cette coordination entre le bas du corps où il faut être fort et puissant, et le haut du corps où il faut être léger, tenir une barre dans le flot, et pas se précipiter avec le haut du corps. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec le haut du corps, donc je fais des sports à raquette, des sports où la voile c'est aussi un sport où faut être fort, le haut du corps c'est hyper important. Et donc j'ai toujours eu du mal à trouver cette coordination où c'est fort sur les jambes et hyper léger sur les bras, sur les mains. Et, euh, et en fait j'ai fait 2 jibes, et c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Et j'ai dit à Amélie, mais en fait, j'ai progressé. En fait, j'ai enlevé toutes les appréhensions de manque de confiance, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. J'étais en mode,
je vais y arriver, il y a même pas genre il y a même pas de questions qui se posent et en fait c'est passé avec une fluidité incroyable. Donc en fait ça m'a bien fait réfléchir cette nave d'hier à la manière, enfin l'approche psychologique de certaines manœuvres, de certains moments clés où en fait il y a énormément de travail à faire en prenant du recul sur ce qu'on fait, à moins réfléchir, à moins se poser des questions, à moins douter. Et c'est un travail conscient forcément parce que bah là c'était mon inconscient. Moi je j'ai pas navigué depuis 7 mois, je me posais plus de questions, je me disais plus je vais pas passer un jibe. Mais quand on est dans le quotidien, bah faut réussir à retrouver ça, à retrouver cette fluidité, ce recul, à apprendre sur certaines choses hyper spécifiques, hyper techniques quoi. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais travailler et qui sont importantes, je pense, pour ma performance. Lara, merci beaucoup d'avoir été l'invitée de cet épisode de Navigante. On va te souhaiter de retrouver cette joie qui te caractérise quand même, qu'on a bien senti depuis le début, de la retrouver pleinement et sereinement au quotidien. Ça a l'air quand même de bien revenir. Et puis merci cette petite nave d'hier, hein, visiblement. Ouais. Euh, de cette bonne réflexion aussi. On a compris aussi que réfléchir, trouver du sens, se poser les bonnes questions, c'était important. Et merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous et avec tous les auditeurs de Navigante. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour tout. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.